On va commencer avec Arlette Gauthier, qui est professeure émérite en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Son magnum opus, comme on dit, c'est Les Sœurs de solitude, les femmes esclaves aux Antilles françaises, aux presses universitaires de Rennes, qui était paru initialement en 1985. Et pour en dire un tout petit peu plus, le travail d'Arlette Gauthier s'inscrit dans une forme, on peut dire, de révolution historiographique de l'histoire de l'esclavage, hein, qui vraiment a commencé à documenter précisément l'esclavage français aux Antilles, à partir d'archives notariées, de registres paroissiaux et d'autres données qui donnaient vraiment une chair à l'histoire de l'esclavage qu'on connaissait jusque-là assez peu. Et la particularité du travail d'Arlette Gauthier, ça a été de donner une analyse fine de l'existence des femmes esclavisées, d'où l'importance de la notion de genre. Et très rapidement, elle a plus récemment publié Possession et érotisation violente des femmes esclaves dans l'ouvrage collectif dirigé par plusieurs personnes que je n'aurai pas le temps de nommer, Sexualité, identité et corps colonisés. Alors aujourd'hui, Arlette Gauthier va nous présenter une communication intitulée Invention de la race, transformation du genre et de la classe sociale en Guadeloupe, d'après les recensements 1664-1734. Donc Arlette Gauthier, qui existe bel et bien en chair et en os, je vous donne la parole. Eh bien, merci Harry Gorien pour cette présentation. Merci aux organisateurs, hein, aussi notamment à Claire Delahaye pour tout le travail qu'elle a fait, qui est très important. Merci d'avoir accepté ma communication aussi, puisqu'il semblerait ce soit la seule qui soit historienne. Alors, je vais donc présenter j'ai un peu changé mon titre, hein, puisqu'en fait, j'ai changé un petit peu le laps de temps, hein, c'est sur la période 1664-1806 dont je vais parler. Alors, premièrement, ah, ça marche pas. Ah oui, voilà. D'abord, je voudrais dire que, comme vous savez, hein, l'esclavage a existé dans de très nombreuses sociétés. Il y a eu énormément d'études sur la question et néanmoins, ce qu'on dit, c'est que la particularité de l'esclavage qui va se développer dans les Amériques, hein, et qui est organisé donc par les Européens, c'est que cet esclavage est racial, et ça va être la thèse notamment de Winthrop Jordan en 1967. Et donc la question, je vais me poser en fait trois questions. La première, c'est quelle chronologie de l'invention de la notion de race, hein, qui n'est pas du tout une notion qui existe partout. Dans la plupart des esclavages dont on vient de parler, hein, il n'y a pas cette notion, puisque de toute façon, les esclaves viennent de toutes sortes d'endroits. Et donc, d'ailleurs, le terme de esclavage, hein, comme vous savez, il vient de slave, parce que c'est une époque où il y avait énormément, il y a eu une époque où il y a eu énormément d'esclaves qui venaient de cette partie du monde. Alors, on se demande d'où vient la notion de race. Pour certains, ça vient en fait de tout le moment qui a précédé l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne, où il y aurait eu vraiment cette catégorisation qui serait née. Pour d'autres, c'est lié au développement de l'esclavage des Africains dans le monde ibérique, donc en Europe même. Pour d'autres, donc ça c'est 14e, 15e siècle. Pour d'autres, c'est lié à la conquête de l'Amérique et particulièrement du coup à la notion à ce qu'on appelait les indios, les Indiens, qui eux-mêmes ne se définissaient pas du tout de cette façon-là, évidemment, qui se définissaient comme Aztèques, comme Nahuatl, etc. Et pour d'autres, il y a aussi la notion notamment qui a été étudiée par Boulle pour dire finalement la première fois où on a parlé de race, hein, de race d'homme, c'est par Bernier en 1685, où il parle finalement de 4 races européennes, africaines, chinoises et sami. Donc, et, et puis, il y a cette autre version, selon laquelle, dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui viendrait en fait de l'esclavage des Africains en Amérique et qui a été déjà définie, développée par Antoine Gisler pour le côté des colonies françaises et par Winthrop Jordan pour les colonies anglaises. Alors, il y a ceux aussi qui disent que finalement la race, ça naît lorsqu'on parle de racisme scientifique, et c'est la thèse que développe Aurélia Michel dans son livre Un monde en nègre et blanc, où finalement ce serait pour remplacer l'esclavage
qu'il y aurait ce développement de cette notion de race. Donc, elle parle à plusieurs reprises de passer de l'esclavage à la race. Alors évidemment, qu'est-ce qui compte? Parce qu'il y a des définitions différentes derrière ces chronologies différentes. Et une d'entre elles, c'est un petit peu qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est, pour certains, c'est uniquement finalement l'espace scientifique qui va compter. Mais pour d'autres, pour Gisler, lui, il a étudié la correspondance administrative. Pour d'autres, ça va être dans la littérature de voyage, c'est la thèse de Jordan. Donc, bon, moi, je vais étudier ici comment ça se passe dans les recensements des colonies françaises. Alors, en ce qui concerne le genre, alors, il y a toute une... il y a beaucoup d'auteurs, d'historiens, pour qui simplement le genre n'existe pas. En fait, en réalité, ils parlent uniquement des hommes quand ils parlent des Anglais, des Africains, tout ça. Alors, ça a été reconnu au contraire par Elsa Dorlin, comme vous le savez tous. Son livre, cependant, s'appuie plutôt sur la médecine coloniale et les auteurs qu'elle cite, c'est à partir de 1750. Et puis alors, le genre est aussi réfuté de façon explicite dans le livre d'Aurélia Michel. Elle dit l'esclave exclut de la reproduction. L'idée, c'est que donc, comme l'esclave n'est pas un parent, du coup, il ne peut pas être reconnu. Il n'a pas à y participer en tant que catégorie sociale du masculin et du féminin. Beaucoup de travaux récents ont confirmé, dit-elle, cette analyse. Or, à vrai dire, il n'y a aucun travaux récent qui s'intéresse à la question, que ce soit à partir de l'histoire de l'esclavage ou à partir de l'histoire du genre, qui soutient ce point de vue-là. Donc ça, c'est un point de vue en fait qu'elle reprend de l'historien de l'anthropologue Claude Meillassoux. Donc, depuis, il y a eu énormément d'études qui, au contraire, ont montré que il y avait la différence entre les femmes et les hommes était extrêmement forte dans l'esclavage lui-même. Et la première qui a écrit un livre sur ce sujet, c'est Lucille Mathurin-Mer, une historienne jamaïcaine, en 1973. Alors, moi-même, j'ai publié, comme l'a dit Harry, sur ce sujet, et c'est aujourd'hui disponible d'ailleurs sur le web dans son entièreté. Et donc, j'ai posé ici 3 questions. D'abord, quand peut-on parler de race? Deuxièmement, quelle est l'existence du genre pendant l'esclavage? Et dans la mesure où je me servir des recensements, qui pense les recensements? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est l'administration coloniale? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est en fait l'administration coloniale métropolitaine ou dans les différentes colonies? Alors, pour répondre à cette question, en fait, je vais analyser les mots employés de 1764 à 1807 dans les recensements guadeloupéens, martiniquais, de Saint-Domingue et des Antilles, donc soit 147 recensements antillais. Et donc, on voit là qu'il y a en fait 8 grandes typologies qui se reproduisent sur plusieurs années. Et puis, il y a des variations aussi dans les représentations, aussi bien du genre que de la race, des variations qui ne sont pas forcément linéaires, comme on le verra. Mais malgré cette grande diversité, on peut réduire tout ça en fait à 3 grands modèles qui lient genre et race. Et donc, pour cette étude, je vais étudier le répertoire des recensements antillais qui a été réalisé par Marie-Antoinette Meunier en 2012. Alors, je vais vous montrer en fait justement ces 3 grands changements pour essayer de laisser un peu de temps à la discussion. Alors, premièrement, 1664, c'est les premiers recensements qui sont réalisés en Guadeloupe et en Martinique. Ça fait 30 ans que ces colonies ont été créées. Et donc là, on voit qu'on présente les chefs de famille, leurs femmes, leurs enfants et les esclaves. Et on donne le nom, le prénom et l'âge. Donc ça, c'est une représentation en fait qui est complètement métropolitaine, que dans les recensements français de l'époque, on va effectivement analyser qui sont les familles. Et donc, et dans la famille, on inclut à la fois le chef, qui est donc toujours le mari, ses domestiques, les femmes, les enfants ou les serviteurs. Les serviteurs sont inclus dans la famille. Et là, comme on le voit, la définition inclut les esclaves. Quand on dit
ces femmes, leurs enfants, hein, il y a vraiment une notion d'appropriation très très nette. À l'époque, dans les colonies antillaises, c'est la coutume de Paris qui s'applique. Ça veut dire que le mari est seigneur des meubles et immeubles de la communauté, il peut faire ce qu'il en veut et la femme n'a absolument aucun droit. Mais, comme on va pouvoir le voir, en fait, elle a quand même autorité en second, hein, s'il y a une divergence d'opinion, c'est celle du mari qui compte, mais elle peut quand même diriger les enfants, les serviteurs, les servantes, les nègres et les négresses. Et le terme qui est employé ici pour les esclaves, c'est un terme purement juridique, ce n'est pas un terme racial, c'est un terme, voilà, juridiquement, c'est la propriété, toute propriété. Et on peut d'ailleurs aussi remarquer que dans les recensements, il y a, on parle de nègre déjà, c'est un terme donc, qui est carrément traduit de l'espagnol, du portugais, donc qui avait développé de façon très importante déjà l'esclavage. Hein. Mais dans ces nègres, il y a des maîtres de maison, c'est-à-dire que les maîtres de case, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns qui sont des nègres. Et on note d'ailleurs que Jean Sens, lui, il a 2 esclaves. L'autre particularité de ce recensement, c'est que c'est le seul qui correspond à la situation décrite par Meillassoux ou Michel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, le sexe des esclaves n'est pas indiqué, l'esclave paraît désexualisé, ça c'est le terme de Meillassoux qui date des années 70, aujourd'hui on dirait plutôt dégenré. En 1671, déjà, les choses ont changé. Il s'agit en fait d'un ordre qui est encore social, mais qui est déjà très fortement racial. Alors, on voit au départ, il y a donc les maîtres de case qui sont dans les 2 premières cases du recensement. Les maîtres de case, ça peut être des propriétaires de plantations sur les habitants, bon, des bourgeois, des marchands, des artisans. On voit que les veuves apparaissent ensuite, parce que justement, comme elles sont veuves, elles peuvent elles sont propriétaires de leurs biens, elles peuvent décider, mais elles apparaissent quand même en troisième. Ensuite, on voit les femmes mariées, ensuite les garçons, les filles, puis on voit les serviteurs, artisans blancs. En fait, là, le terme c'est vrai, blanc est employé pour spécifier, pour les différencier en fait des autres serviteurs et pour dire qu'ils n'ont pas d'autre qualification finalement que d'être blancs. On voit les servants. Donc, on voit qu'il y a vraiment une discussion, enfin, il y a une définition toujours. Dans l'intérieur de chaque catégorie, il y a une différenciation entre les femmes et les hommes et en fonction de la catégorie donc, qui est là, qui est une catégorie à la fois sociale au début pour définir les blancs et ensuite une définition raciale, parce que quand on parle de nègre, de négresse, hein, il y a une charge quand même qui est assez forte, une espèce de coalition. Ce n'est pas seulement des esclaves, il y a aussi toutes les images négatives hein, liées à ce terme. On voit que les mulâtres viennent ensuite, hein, et ensuite on voit les sauvages, les métis, les tapouis. Les sauvages, en fait, ce sont les Indiens, comme on va le voir. C'est donc le contraire de la civilisation. On ne les appelle pas par leur nom, qui sont ce sont des Kalinago, en fait, c'est comme ça qu'ils eux-mêmes se définissent, hein, pour cette partie, pour ces îles. Et dans les recensements, à certaines périodes, on les appelle Caraïbes, mais dans ce cas-là, on va parler de mâles et femelles, ce qui est assez négatif. Donc, il y a cette diversité, mais en même temps, ils arrivent toujours en dernier. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est complètement oublié dans le livre d'Aurélia Michel et qui est extrêmement important. C'est quand même, et qu'on voit bien ici, hein, c'est quand même le rôle des autochtones qui sont racialisés et qui sont mis tout en bas de l'échelle humaine, les plus bas étant les descendants des sauvages et des blancs. Et ça, c'est parce qu'à ce stigmate de la soi-disant sauvagerie, il y a également le stigmate de l'illégitimité qui existe et qui existe aussi pour les mulâtres, hein, ce qui fait que les mulâtres arrivent après les négrillons et négrites. Alors, les sauvages disparaissent totalement des recensements en 1732 puisqu'ils ont été exterminés. Et là, je dois dire que Aurélia Michel reprend les théories de Chonu et pour dire d'abord que le premier contact aurait été que les autochtones finalement auraient bien reçu les Européens, ce qui a été bien pour le premier
réel pour le premier voyage, mais pas du tout pour le second, où tout de suite ils sont entrés en guerre. Et d'autre part, ça a été montré notamment par l'historien haïtien Vertus Saint-Louis, hein, ils ont été exterminés par la guerre et non pas par le choc microbien. Alors, dans ce recensement de 1671, on voit déjà la différence entre nègre, négresse, négrion, négrite. C'est-à-dire que le genre, il est toujours là. Les femmes apparaissent et les êtres de sexe féminin apparaissent toujours en second à l'intérieur de chaque catégorie. Alors, ça, c'est ce qui va apparaître de 1671 jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec parfois des qualificatifs particulièrement dépréciatifs. À Saint-Domingue ou en Guadeloupe, à certaines périodes, on va parler de mâle, de femelle, et on emploie ces termes-là. On l'a vu, ils employaient pour les autochtones, ils emploient évidemment jamais pour les femmes blanches. Et puis, on voit à certains moments les esclaves apparaître après en fait des lignes qui sont fusies en bon état, après des choses, et là ils sont en fait ils sont chosifiés, quoi. Donc c'est alors l'autre catégorie qui apparaît, celle de mulâtre, elle est présentée, comme je l'ai dit tout à l'heure, après celle des nègres en 1671. Là, c'est évidemment les termes de l'époque que j'utilise. Mais à partir de 1697, elle est toujours présentée avant. L'expression, ça va devenir mulâtre, nègre et sauvage. Et après, on va voir mulâtresse, négresse et sauvagesse. Et donc, il y a cette idée, finalement, que le fait d'avoir une ascendance blanche, même s'il était légitime, c'est quelque chose qui vous rehausse dans un ordre racial. Donc, pour moi, entre 1671 et 1797, il y a eu une généralisation de l'ordre racial qui est très nette. À la fois parce qu'il y a ces termes, mais aussi parce qu'il y a ce changement dans l'ordre hiérarchique qui est opéré par les recensements. Alors, le terme blanc, hein, il apparaît à certains moments, en 1670, en 1682, mais il apparaît parfois de façon spécifique, hein, pour dire des domestiques blancs, des infirmes blancs, et parfois de façon générale. Alors, ça ne va pas de soi, hein, parce qu'au départ, là, c'est des Normands, c'est des Bretons, c'est des gens qui ne se définissent ni comme français, ni comme blancs, qui vont aller coloniser les Antilles, mais par le biais du recensement et aussi par le biais, il faut le dire, de leur propre lutte, hein, pour se définir contre les esclaves. Notamment, il y a eu tout ce qu'on appelle les révoltes blanches, hein, où les petits blancs qui étaient marginalisés au moment où il y a eu le développement de la grande monoculture du sucre vont se battre pour garder, pour obtenir ce statut de blanc qui les met un petit peu, qui les met au-dessus des autres catégories. Alors, on voit ici ce qui va devenir pour toute une période la norme, c'est-à-dire on va définir les blancs de tout sexe et de tout âge. Hein. Ensuite, les gens de couleur libre. Et les gens de couleur libre, c'est un statut juridique, c'est-à-dire vous êtes libre, hein, vous avez été affranchi ou vous êtes de parents affranchis, mais vous n'êtes absolument pas, vous n'avez pas les mêmes droits que les blancs puisque vous devez notamment reconnaître la supériorité des Blancs lorsque vous les croisez dans la rue. Vous devez aussi vous devez obéir finalement, continuer d'une certaine façon à être dépendant de vos anciens propriétaires. Arlette Gauthier, je vous interromps juste une minute pour vous dire que normalement vous avez encore 2 minutes d'intervention, mais que vous pouvez dépasser un petit peu vu que vous n'êtes que 2. Voilà. Mais il faut quand même garder ça en tête, vous avez environ 5 minutes, on va dire. Oui, donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 1773, on va voir en fait des Blancs, des gens de couleur, et on reconnaît l'humanité des hommes, des femmes et des enfants, puisqu'ils sont définis comme ça pour les gens de couleur et les esclaves, mais sans... Donc on reconnaît leur humanité, mais à l'intérieur d'un ordre racial. Donc je vais passer. Alors le genre, comme on l'a vu, c'est toujours le deuxième sexe.
mais avec destins différents pour les blancs, puisque les hommes vont être définis comme portant armes ou devant porter des armes, alors que les femmes sont définies comme mariées ou à marier ou au-dessous de l'âge de puberté, donc on ne peut pas encore les marier. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'elles produisent des enfants. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement important, hein, c'est que depuis le Code noir de 1685, en fait, le statut blanc, ou enfin blanc, libre de couleur ou esclave, il dépend de la mère, alors que dans le reste du monde occidental, il est déterminé par le père. Et c'était aussi le cas en Amérique en Espagne, pardon, depuis le XIVe siècle pour les esclaves, où on reconnaissait en fait au père la possibilité, s'il était libre, que l'enfant le soit aussi. Donc on peut dire qu'il y a des régimes de genre qui sont très racialisés, puisqu'il y a une appropriation conjugale pour les blanches et une appropriation marchande pour les esclavisés, mais qui peut être aussi parfois conjugale. Donc, en conclusion, il n'y a pas de moule unique pour les recensements, du moins jusqu'en 1773. Et donc, ça montre qu'il y a un rôle des administrateurs coloniaux, et ce qu'on appelle les grands habitants, c'est-à-dire des grands propriétaires, qui ont des conseils souverains où ils discutent de toutes sortes de choses. Et donc, on voit très fortement comme les différences entre les îles. Il y a un ordre racial qui est posé dès 1671, avec une biologisation accrue en 1697, hein, et donc une humanisation, mais qui est assez limitée, de 1754-1770, et puis une emprise du genre, hein, par rapport à la production d'enfants. Et donc, ce qui fonctionne ici comme genre, hein, c'est plutôt Federici que Butler. Donc voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Arlette Gauthier. En fait, vous étiez complètement dans les temps, donc c'est parfait, ça me laissera du temps pour les échanges.